Mohamed Diaby à la réalisation de l'émission. Merci à Alassane Diallo, Papoutou, à Mafata Sano du côté de la régie. Très nombreux d'ailleurs de ce côté. Vous continuez à réagir, mesdames et messieurs, par SMS. Voilà, vous le savez très bien. Nous allons partir dans un instant avec notre premier invité qui nous en a appelé, évidemment, qui n'est autre que Dr Kernon Barry, président de Afrisur, que nous allons appeler dans un instant. Évidemment, on parle de ces restrictions, les restrictions donc d'Internet et le brouillage des fréquences radio continuent en Guinée. Toutes les démarches entreprises donc jusqu'ici n'ont rien changé. Le gouvernement qui dit avoir assumé ne donne aucun délai ni les conditions de retour à la normale. Ce n'est pas pour autant sans danger, il faut le dire. Plusieurs voix ça alerte sur les dangers que le pays peut courir avec le recours presque permanent au VPN. D'ailleurs, 2 sites d'institutions donc publiques ont été piratés la semaine dernière. Ça, vous le savez très bien. Ceux qui revendiquent cette opération ne comptent pas s'arrêter. Comment garantir donc la sécurité du cyberespace dans les conditions actuelles en Guinée? Entre autres, des questions que nous nous posons ce matin. Questions que nous posons donc à Dr Kernon Barry. Il est le président d'Afrisur. Il va intervenir dans un instant. Jacques, on a appris le retour à normal d'ailleurs du côté de l'aéroport qui a repris donc le contrôle du site. Mais pour combien de temps? Gros point d'interrogation. Oui, gros point d'interrogation. Il y a d'abord le site de l'agence de la sécurité et de la protection civile qui a été repris. Donc le site qui a été repris. Ensuite, celui de l'aéroport, on a vu des informations hier comme quoi ça a été repris. Ce qui se passe n'est pas à l'avantage du pays et ce n'est pas réjouissant pour citoyens que nous sommes, même si derrière on a un message qui dit clairement que c'est en protestation aux restrictions qui sont en cours actuellement dans notre pays, restrictions que tout naturellement l'État a décidé d'assumer. Mais comme on l'a dit la dernière fois, si vous décidez d'assumer, c'est que vous agissez à visage découvert. Mais lorsque vous le faites comme ils le font, c'est que vous assumez les restrictions en cachette, mais vous assumez surtout le brouillage des fréquences. Je crois qu'un gouvernement n'est pas brouilleur de fréquences, sauf si bien entendu vous avez décidé d'agir en pirate. Voilà, et ça, ce n'est pas assez normal et assez, si vous voulez, responsable de la part de ceux qui décident pour une population. Alors, ce qu'on a commencé à enregistrer comme problème, beaucoup de voix se sont levées depuis le début pour dire, écoutez, c'est dangereux. C'est dangereux de laisser tout le monde aller sur VPN. Même les membres du gouvernement vont sur VPN. Même ceux qui sont au cœur du pouvoir vont sur VPN. Et que c'était dangereux. C'est intéressant de comprendre avec les techniciens quels sont les failles. Les dangers quels sont les dangers auxquels le pays s'expose aujourd'hui. Justement, nous partons sur le terrain d'ailleurs avec Dr Kernon Barry. Il est le président d'Afrisur. Il est en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Dr Barry, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Voilà. Bah oui, c'est un peu la tendance en ce moment ici. Vous allez nous excuser dans ce sens, mon cher ami. Nous, on vous entend très bien. Allez-y. Oui, docteur, vous étiez passé dans cette émission il y a juste quelques jours et vous aviez alerté sur les dangers auxquels le pays était exposé avec ces restrictions et notamment le recours permanent au VPN. Et puis la semaine dernière, nous avons enregistré 2 attaques. Une attaque en direction du site de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, mais également celui de l'agence de la sécurité et de la protection civile. Dites-nous, est-ce que c'est parce qu'il y a restriction que c'est devenu beaucoup plus facile de pirater les sites guinéens? Alors, je ne pense pas que ça date de la restriction. La dernière fois aussi, c'était qu'on était mal protégé, le pays est protégé, et ça on le voit à travers des missions que nous exécutons sur le terrain.
Ouais, malheureusement, la connexion, je sais pas où vous êtes, docteur, mais on a du mal à vous entendre. Hein. Le réalisateur va essayer de vous rappeler, hein, si vous pouvez vous déplacer un petit peu, ça serait super intéressant parce que j'ai l'impression que vous êtes au sous-sol, donc c'est un peu compliqué. Voilà, merci, docteur Barry, donc, qui intervient. Hein, il faut le rappeler, le président de la Frisure, eh ben, il essaye d'expliquer un petit peu surtout les dangers liés à ces restrictions, ce qui est en train de se passer chez nous, mon cher Jacques Lewalino, parce que je vois déjà qu'il y aura des sittings, hein, du côté de l'ARPT cette semaine. J'ai vu ça un petit peu circuler sur Twitter, entre autres. Et pour ce qui est du cas de l'aéroport, évidemment, ils peuvent se dire aujourd'hui, on a repris un petit peu le contrôle de notre site. Non, ils ont fait une redirection. Voilà, c'est un nouveau site en réalité qu'ils ont créé. Ils ont fait une redirection. Quand on tape l'ancienne adresse, vous êtes redirigé. Ils n'ont pas repris le site. Voilà. Mais ils n'ont pas pu reprendre. D'accord, ils ont redirectionné le site. Voilà. Merci Fassili d'ailleurs, qui m'envoie évidemment ce message en instant T. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Il a dit quelque chose de, je crois, si on l'a pas bien écouté, c'est vrai, mais j'ai capté que ça n'a pas commencé, l'exposition de la Guinée à ces dangers n'a pas commencé forcément avec les restrictions, c'est bien avant. Vous savez quand même que nos data centers ne sont pas en Guinée. Oui. Tout est hébergé ailleurs. Ouais. Alors, aujourd'hui, Ousmane Gawal avait dit à un moment qu'on avait récupéré le nom de domaine. Ok, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est géré par des associations. Mohamed, mais quand même. C'est des associations qui gèrent ça. Aujourd'hui, c'est un peu comme vous ne portez que la serviette et c'est vous qui voulez vous battre dehors. C'est un peu ça le problème. Vous ne portez que la serviette et c'est vous qui voulez vous battre dehors. On n'a rien sous la main qui nous appartienne. Et puis c'est nous qui voulons encore davantage nous exposer en allant vers les restrictions. C'est ce qui arrive au gouvernement. Tu es en train de te laver pendant que tu as le savon sur tout le corps, nu comme un verre. Et puis il y a un fou qui vient, il ramasse ta serviette et se met à courir. Toi aussi tu sors, tu te mets à le poursuivre dans le quartier. À votre avis, les gens vont courir pour rattraper qui? C'est ce que l'État est en train de faire. Plutôt pour regarder quelqu'un. C'est ce que l'État est en train de faire actuellement. Sous le prétexte qu'il y a des blogueurs, il y a des journalistes qui dérapent. Eh bien, il sort tout nu, il se met à courir derrière les blogueurs dans le quartier. C'est ça qui est en train de se passer. Bien. Il faut quand même dire que les pays assez développés, donc qui ont beaucoup de moyens, comme la Russie, comme les États-Unis, comme la France, n'ont pas échappé à ces attaques. Mais évidemment. Donc, nous, à un moment donné, notre serveur a été attaqué 2 fois d'ailleurs, du côté de Paris. Donc ici, par exemple, après on demande des rançons. Ici, par exemple, on peut se dire, il n'y a rien à chercher. Donc on ne vous attaque pas, on vous laisse tranquille. Et tout de suite, mais si vous poussez la provocation jusqu'à un certain niveau, à un moment donné, on dit... vos attitudes concourent quand même à réduire l'accès à Internet dans votre pays. Parce que le message de ceux qui agissent a été clair. C'est de dire que vous libérez l'Internet et puis vous libérez les... Encore, on a un peu de chance parce qu'ils n'ont pas demandé d'argent. Ça, ce sont des restrictions. Ils n'ont pas demandé de l'argent parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Les gens aspirent à la liberté. C'est les activistes. Ce sont les activistes. Ils défendent... Les hackers. Anonymous. C'est des hackers éthiques. Mais vous savez qu'il y a des hackers qui peuvent demander des rançons. Oui, évidemment. Et ici, ils sont dans une revendication qui est juste. La revendication, c'est la revendication des Guinéens. Beaucoup de Guinéens ont demandé qu'on libère l'Internet. Il y en a qui sont en prison pour cela. C'est le cas de Sekou Pendessa. Il y en a d'autres qui ne peuvent plus travailler. Parce qu'au-delà des médias, la cible du gouvernement, c'est les médias. C'est de dire, les médias et les blogueurs sont en train de nous emmerder, donc on va restreindre l'accès à l'Internet. Mais il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME qui sont en souffrance aujourd'hui et ça ne leur dit rien. Et peut-être qu'il faut arrêter de parler au cœur de ceux qui agissent. Ils ne sont pas en train d'entendre, ils ne sont pas en train de le comprendre, parce qu'ils ne sont pas en train de vivre ces difficultés au quotidien comme l'ensemble des citoyens. C'est très sensible, sincèrement. Le numéro qu'aujourd'hui, on a vu cette sortie quand même des ambassadeurs. On l'a plusieurs fois rappelé dans cette émission, l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée, qui l'a dit, voilà, si ça continue comme ça, je ne sais même pas combien de temps ça va prendre encore, parce que les cadres diplomatiques, c'est encore autre chose. Aucun délai n'est donné. Le pays est sérieusement exposé.
Et on en parle parce que ça ne les concerne pas eux. Comme on l'a dit, la transition, ça finira par finir de toutes les façons. Mais dans quelles conditions ils vont laisser notre État? Dans quelles conditions de sécurité ils vont laisser notre État? C'est la question fondamentale. Si vous dites sécurité nationale, vous voulez la préserver, il faut prendre des mesures et éviter de s'exposer. Puisqu'ils avaient dit qu'ils étaient en train de travailler pour davantage sécuriser nos frontières sur Internet, je pense qu'ils vont pouvoir résister à ces attaques. Et évidemment, on va voir ce qui va déjà se passer avec l'aéroport, parce qu'ils n'ont pas encore récupéré. Nous partons sur le terrain, donc c'est Dr Barry qui revient à l'antenne. Les grandes gueules. Allez-y, docteur, vous êtes à l'antenne. Oui, alors, pardonnez-moi, pour tout à l'heure, moi je vous entendais pas, je sais pas. Là c'est bon, là, la connexion? Ça va très bien, allez-y. Voilà, donc la question qui m'avait été posée, c'était est-ce que c'est dû à la restriction de Internet? Est-ce que c'est ce qui a causé ce qu'on a observé récemment? Alors la réponse est, je pense, alors en partie oui, mais je pense que c'est les attaques qu'on a subies sont dues principalement au fait qu'on a des systèmes très mal protégés. Je l'avais dit la dernière fois quand j'étais sur votre antenne, et là on le voit à travers nos missions sur le terrain via la société Affissure dont je suis président. On est très mal protégé. C'est pas que l'aéroport, et je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir ce genre d'attaque se propager sur pas mal d'autres sites sensibles du pays. Maintenant, l'usage du VPN, effectivement, la restriction des libertés a poussé les gens à utiliser des outils qui sont moins sécurisés, notamment des VPN qui sont moins protégés, qui sont vulnérables ou qui peuvent être vecteurs de cyberattaques. Donc oui, certainement, il y a une cause qui doit venir de là. Mais c'est difficile d'expliquer exactement quelle a été la cause de l'attaque de l'aéroport, parce que normalement, il y a ce qu'on appelle un peu le service légal qui doit se passer après une attaque. Il y a des autorités qui doivent venir voir ce qui s'est passé et expliquer au public ce qui s'est passé, qui a été impacté. Puisque l'aéroport est géré par une société privée, certes, mais c'est quand même un opérateur d'importance vitale dans le pays, donc ça concerne tous les clients. Donc il y a besoin d'expliquer ce qui s'est passé pour que d'autres se protègent contre ça, pour que ce genre d'attaque ne se répète pas. Mais on n'a pas eu vraiment un communiqué qui fait état de ça. D'accord. Cette attaque-là, monsieur docteur, si je ne m'abuse, docteur Thierno Barry, a été opérée justement par Anonymous. Je ne sais pas si vous connaissez ces web activistes. Justement, ils dénoncent le fait que Internet soit restreint en République de Guinée. Jusqu'où peuvent aller, je ne sais pas si vous avez une idée sur le travail de ces web activistes, comment ils opèrent à travers le monde, jusqu'où peuvent-ils aller à votre avis? Surtout qu'ils disent que ce n'est qu'un avant-goût. Ah oui, mais clairement, ils peuvent aller très loin. C'est des gens, alors Anonymous, c'est une idéologie qu'un groupe, c'est des gens on peut avoir une personne, plusieurs qui opèrent sous le même nom, en fait. Donc c'est plus une idée qui est défendue. Et en l'occurrence, ça peut être... de toute façon, les cyberattaques, de façon générale, c'est motivé soit par l'argent, par l'idéologie, ou par l'ego, parce qu'on veut montrer qu'on est meilleur que ceux qui protègent. Mais là, en l'occurrence, pour notre cas en Guinée, effectivement, c'est par idéologie. Donc, le message de revendication, je pense, c'est très, très clair. Et donc, c'est des gens qui ne s'arrêteront pas là et qui vont... Et je pense qu'on va... Moi, d'après les analyses, parce que j'ai quand même analysé un peu ce qui s'est passé, j'ai regardé les deux cibles que vous avez mentionnées. C'est difficile de savoir d'où ça vient, c'est difficile de savoir est-ce que c'est une personne qui est derrière, parce que c'est des professionnels, ils peuvent changer de signature, c'est un peu comme s'ils envoient un courrier à la présidence, un courrier de menace en signant à Dafou ou quelque chose. Ça ne rend pas forcément l'origine du courrier votre antenne, mais c'est pour vous expliquer à quel point on peut maquiller la source, on peut accuser des gens, on peut faire énormément de choses. Donc c'est extrêmement difficile de faire l'attribution. Donc on ne sait même pas si c'est Anonymous au final qui a fait ça. C'est juste des gens qui ont dit on est Anonymous. Donc c'est très complexe, ça nécessite un travail approfondi pour, comme je disais tout à l'heure, une sorte de médecine légale pour bien comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et souvent, donc le travail d'attribution, et ça,
pas que en Guinée, même quand c'est entre des grands pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine, c'est toujours difficile de savoir d'où vient l'attaque. On peut émettre des idées, qui a intérêt à ce que ce qui s'est passé se passe, et essayer d'accuser politiquement quelqu'un, mais les preuves sont toujours très difficiles. En tout cas, dans le monde du cyber, dans le monde du numérique, c'est très difficile d'avoir des preuves qui passent vraiment du point de vue judiciaire. Alors, docteur Barry, une question. C'est vrai que pour l'instant, on dit que c'est en réaction par rapport à la restriction de l'Internet en Guinée. Mais au-delà, ils peuvent aller aussi loin parce que nous avons le système bancaire en Guinée. Vous avez la douane aujourd'hui, l'impôt qui utilise aujourd'hui des applications dans le cadre un peu de la protection des transferts. Il y a aussi la BCRG et tout ça. Et dans certains pays, ils peuvent attaquer tout ce système pour essayer de bloquer le pays financièrement. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce que l'État devrait faire? Est-ce que le fait de dire il faut rétablir la connexion, si l'État n'y va pas, il y a des conséquences. Mais techniquement, sur le plan technologique, qu'est-ce que l'État devrait faire aujourd'hui pour qu'à l'avenir, qu'on soit protégé par rapport à cela? Alors, beaucoup de choses, ça c'est certain. Maintenant, oui, déjà pour dire que je pense qu'il y aura d'autres victimes à l'avenir, sauf si peut-être Internet se soit rétabli, ou en tout cas la liberté soit remise comme elle était. Et on a reçu pas mal de sollicitations de la part d'entreprises humaines qui se disent « Ah, nous, on a peur, on a peur. Est-ce que vous pouvez faire une simulation de base pour voir si on est vulnérable ?» Et la réponse est souvent vous êtes vulnérable, mais si vous faites ça, peut-être que vous pourrez. Là, en Guinée, on a une autorité, l'autorité, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est chargée de coordonner un peu toute l'activité et protéger tous les opérateurs d'importance locale, même si c'est des entreprises privées, mais du moment que leur fonctionnement est important pour le pays, notamment vous avez cité les banques. Donc, il y a besoin de faire des audits en amont. Il ne faut pas attendre que l'attaque arrive pour aller faire le service après-vente. Il faut mener des audits, imposer à ces entreprises-là un certain nombre de mesures de protection, dire que même si vous ne voulez pas, vous devez le faire parce que votre fonctionnement est important pour le pays. Donc, ce travail-là doit être fait. Je ne sais pas s'il est fait, mais je connais un peu les personnes qui travaillent à l'ANSSI. Je sais qu'ils sont assez motivés. Bon, il manque de moins, mais ils font avec les moyens du bord. Donc, en tout cas, c'est ça. C'est ce qu'il faudrait renforcer, je pense, pour donc à la fois travailler la prévention, on audite, on s'assure qu'on a protégé au maximum et ensuite être aussi réactif. C'est-à-dire, une fois que là, pour l'aéroport, il s'est passé au moins quelques jours avant qu'une remise à l'état normal. Donc, il faut qu'il y ait des services d'urgence qui partent directement en cas de problème pour aider à restaurer le système. Ouais. Voilà, docteur Barry, en l'instant. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin, mon cher docteur. On va revenir en Kant. Ça va évoluer, on l'espère en tout cas, de la matière. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. L'émission continue. À Espace, chez les GG, nous travaillons à la vérité des faits par l'enquête et par une information équilibrée. Des faits qui peuvent déranger, des faits qui peuvent bousculer. Bienvenue sur Espace, les GG, de 9h à midi sur Radio Espace et Espace TV. Avant de partir en Guinée forestière, dans le sud de la Guinée, évidemment, on en revient à Mohamed Mara. On a écouté ce monsieur, ce spécialiste à la matière, mon cher ami. Oui, nous avons... D'accord, merci. Nous avons suivi avec intérêt Dr Barry, qui est quand même l'un des plus grands experts de ce domaine-là. Voilà. Mais je veux quand même rappeler juste quelques actions dont on peut se souvenir avec Anonymous. Hiro a fait très bien de rappeler que ce sont avant tout des cyberactivistes. Et partout où ils pensent que les libertés fondamentales liées au numérique sont touchées, généralement ils s'y intéressent et font courir des risques parfois à ces pays-là. Quand vous prenez des pays comme la France, des pays comme la Tunisie, des pays comme la Russie, et la grande Russie quand même que l'on connaît sur ce plan-là, ils ne les épargnent pas. Par exemple, vous prenez par exemple l'opération qu'on appelait opération Payback, d'accord, qui était une opération de représailles sous la forme d'attaque par déni de services distribués contre des associations d'ayants droit
tels que la RIA ou l'IFPI, qui poursuivaient des violations de droits d'auteur sur les sites des torrents. Vous savez, il y a des sites tels que C'est pas bien, vous connaissez ces sites-là, C'est pas bien, ainsi de suite, qui mettent à la disposition du public des films, des contenus, des logiciels que eux, ils affranchissent de tout droit. D'accord? Mais c'est que, vous savez que les entreprises aussi à l'origine font tout pour bloquer ce type de site. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent en s'attaquant aussi à ces associations ou à ces entreprises-là. Et figure-toi que Visa et Mastercard, par exemple, ont déjà été ciblés par Anonymous. Lorsqu'il y a eu l'affaire Wikileaks, vous savez, ces deux entités avaient tout simplement cessé leur collaboration avec le site Wikileaks à un moment donné. Alors, il y a eu des actions de représailles. Imagine Visa et Mastercard bloqués justement par Anonymous, ce que ça peut avoir comme conséquence. Ils l'ont fait dans un pays comme comment on appelle ça, Netherlands, les Pays-Bas. Comme les Pays-Bas, justement, parce qu'ils estimaient... Oui, la Hollande, justement, parce qu'ils estimaient que là aussi, des droits des citoyens étaient violés. Et on les retrouve en Tunisie, justement, au moment du départ du printemps arabe. En Tunisie, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bloqué énormément de sites gouvernementaux, y compris le site de la télévision nationale TV7, sur le site sur lequel ils publiaient leurs messages tout simplement, leurs revendications et leurs différents messages. À l'époque, ils ont tout fait pour bloquer le gouvernement tunisien qui cherchait justement à traquer les jeunes activistes. Donc sur le plan numérique, non seulement ils ont attaqué les sites gouvernementaux, mais ils ont surtout appris, parce qu'ils font aussi des formations, ils ont surtout appris aux jeunes activistes tunisiens comment se protéger et comment naviguer en toute sécurité sur Internet sans se faire traquer par le gouvernement. Ça, par exemple, ce sont des choses qu'ils ont dans leur corde. Il arrive même que parfois, ils attaquent certains comptes sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'ils trouvent subversifs, donc soit ils les bloquent ou tout simplement ils les suppriment. Donc, c'est vous dire un peu jusqu'où ils peuvent aller. Et un pays comme la Russie a été déjà... Donc en clair, en clair, on se demande jusqu'où ils peuvent aller. Ok. Et un pays comme la Guinée... C'est des rebelles du net en fait. Justement, un pays comme la Guinée. Mais justement, nous ici, les gens, puisque les gens sont privés d'aller manifester dans les rues, ils se disent à un moment donné, c'est quand même la liberté d'accès qui est quand même coupée en Guinée. Oui. On en a marre, on dit au gouvernement, soit tu laisses les citoyens libres de naviguer, ou nous allons frapper. Et ce que Diba a dit n'est pas dénué du tout de bon sens, et je pense même qu'il faut dire à l'État de faire attention. Parce que chez nous, le système bancaire est extrêmement vulnérable. On a eu Dr Barry dans notre numéro avant ton retour. On l'a eu, les systèmes de sécurité des banques, les systèmes de sécurité des microfinances, des assurances, en fait des produits financiers en Guinée, vous le savez, sont extrêmement vulnérables. Vous avez vu ici à un moment donné, là, c'était même pas Anonymous, même les sites gouvernementaux. Si vous vous souvenez, après le référendum, la journée du référendum sous M. Alpha Condé, si tu te rappelles le soir, plusieurs sites comme ça avaient été traqués, la CENI, le site même officiel du gouvernement, ainsi de suite. Donc il y a quand même des choses qui peuvent malheureusement apparaître. Et sans oublier que certes, ils respectent un certain nombre de codes d'éthique, mais on n'est pas à l'abri de récupération même de données personnelles. Parce que les membres du gouvernement eux-mêmes s'exposent en allant payer, en allant acheter en ligne des VPN dont ils ne savent rien. Et généralement, ceux qui développent des VPN font partie de ces groupes-là. Ce sont certes des businessmen, mais ce sont des hackers, éthiques ou pas, on ne les connaît pas. Docteur nous apprenait ici la dernière fois qu'il faut par exemple mener des enquêtes sur l'origine d'un VPN avant d'aller contracter avec l'éditeur de ce VPN-là. Aujourd'hui, les membres du gouvernement, comme vous et moi, Lamine, on utilise les mêmes VPN. Parce qu'on a tous besoin de discuter, on a tous besoin de... Mais WhatsApp quand même s'est libéré, hein, mon cher ami. WhatsApp, ils ont libéré WhatsApp et Telegram. Mais c'est pas parfait. C'est Facebook qui reste toujours bloqué, et YouTube.
Facebook, YouTube d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi. Parce que généralement, le YouTube en Guinée, c'est davantage pour les créateurs de contenu, du divertissement. Mais non, les activistes politiques en Guinée. Les vlogueurs sont là-bas aussi. Oui, mais généralement en Guinée, les gens vont moins sur YouTube pour regarder cela. Généralement, ils sont beaucoup plus sur Facebook et Twitter. Alors je me suis demandé même pourquoi ils le font. Parce qu'imagine, aujourd'hui, un artiste guinéen n'a aucun intérêt à mettre en ce moment un album sur le marché. Parce que Spotify, tu sais, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas du tonnerre en Guinée, forcément. Les gens se rabattent sur YouTube. Or, aujourd'hui, le gouvernement tue justement ces artistes-là. Parce que pendant cette période, très peu de gens maintenant ont le réflexe d'utiliser un VPN pour aller sur YouTube. C'est vrai. Donc, ça réduit énormément les vues de nos artistes qui sont et des créateurs de contenu. En fait, ils ne se rendent pas compte. On les a vus d'ailleurs ces derniers temps, les Sulbanks, entre autres, Delika Wabintou, aller avec des pancartes à dire libérer l'Internet. Mais justement, parce que les vues, même sur leurs différentes pages, les vues se sont cassées, monétisées, et les vues se sont cassées la gueule depuis. Donc, le gouvernement aujourd'hui, pensant faire du mal aux médias, est en train de mettre à genoux des secteurs entiers de l'économie nationale. Et malheureusement, ce n'est pas les miettes qui donnent à ces artistes, parce qu'il y en a aussi quand même, il faut le reconnaître, qui n'ont pas de vues sur leur compte, parce que dans le public s'en fout pas mal, leur spécialité c'est d'aller prendre de l'argent auprès du CNRD et organiser des concerts gratuits. Malheureusement, à l'heure là, même si tu organises un concert gratuit, les gens en ont tellement marre, ils en ont tellement marre qu'ils n'iront pas là-bas aussi facilement. Donc eux aussi, leur business sont bloqués. C'est tout le monde quand même qui est en train de le faire. Et pour terminer, Ahmed Kourouma, Dieu ait pitié de son âme, me répondait un jour dans ce studio. Je parlais d'un concert comme ça. Je dis, mais pourquoi amener quelqu'un qui va chanter et coller la petite? Il dit, ben, qu'est-ce que tu veux? Parfois, quand on est au gouvernement, on a besoin de coller la petite. Sauf que là, sur le plan numérique, messieurs des gouvernements, vous mettez tout aussi en danger que le citoyen lambda. Bien. Allez, vous restez avec nous sur Espace. L'émission continue dans un instant.